Bonjour Patricia, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rester fidèles tous les matins dans le cadre de la lecture transversale des journaux en direct du studio de Yaoundé. On ouvre cette toute première page, celle de ce vendredi matin en santé. On en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Vous le savez certainement, l'Afrique tient son tout premier vaccin antipaludique depuis quelques jours après de longues années d'attente. Eh bien, le journal de Marie-Claire Nana y consacre sa une. Ce vendredi 8 octobre, le journal confirme que l'Organisation mondiale de la santé a recommandé mercredi dernier le déploiement massif en Afrique subsaharienne du vaccin RTSS distribué sous la marque Mouskirisk, développé donc par le laboratoire GlaxoSmithKline après plusieurs années de recherche. C'est un développement inédit du point de vue du quotidien gouvernemental. Le journal estime que le développement en question redonne espoir sur un continent où le paludisme continue de faire des millions de victimes, notamment chez les enfants qui constituent la cible la plus affectée par cette maladie. Paludisme, enfin vaccin, c'est une information à lire au détail près de la page 12 à la page 13 du quotidien gouvernemental dans sa parution de ce vendredi matin. Le quotidien également, le quotidien Émergence aussi, fait la part belle à ce tout premier vaccin antipaludique recommandé donc par l'Organisation mondiale de la santé à grande échelle. Le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga voit en cette démarche l'espoir qui vient du vaccin pour sauver des vies dans le continent africain. Présentation complète du RTSS à découvrir dans l'article que signe notre confrère en page 5 pour être beaucoup plus précise. On reste dans le même registre avec le quotidien Éco-Santé, mais on parle cette fois-ci d'une nouvelle application développée par le docteur Temfak Vopé Ronil pour valoriser la médecine traditionnelle. Le journal de Joseph Mbemboum nous informe que ce diplômé d'une institution internationale basée au Canada vient de concevoir un outil qui permet aux patients d'y introduire leurs symptômes et de bénéficier d'un diagnostic virtuel grâce donc au programme d'intelligence artificielle. Le journal indique en outre qu'il s'agit en fait d'une application qui regroupe tous les professionnels de la médecine traditionnelle du Cameroun. Des précisions sur cette actualité-là retrouvées en page 4. Le journal de Joseph Mbemboum en parle naturellement de manière beaucoup plus précise. Il est en kiosque. Vous voulez être amplement informé sur le sujet, procurez-vous tout simplement le journal. Parlons de tout à fait autre chose à présent avec le quotidien Mutation. On évoque les missions de paix du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diongouté du côté de Buea et Bamenda. Selon le journal de Georges-Alain Boyomo, les va-t-en-guerre du gouvernement semblent en perte de vitesse. Nos confrères estiment que la nouvelle mission du Premier ministre camerounais sonne comme un repositionnement du pouvoir face au durcissement de la crise. Joseph Diongouté, le Premier ministre camerounais, donc Diongouté à Buea, a demandé et à Bamenda. Avantage aux modérés, c'est le plat de résistance que le quotidien Mutation vous propose de savourer sans modération en page 9 avec l'article que signe à notre confrère. On évolue avec le journal L'équation. Le bi-hebdomadaire de Richard Bondol ouvre ses pages à la tension sécuritaire qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2016. À ce sujet, justement, maître Faustine Foto dit ce qu'elle pense de l'attitude du gouvernement face à cette crise. L'avocate pénaliste estime que la descente du Premier ministre chef du gouvernement, d'abord du côté de Buea dans le sud, ensuite à Bamenda dans le nord-ouest, est la preuve qui illustre à suffisance que le gouvernement est à l'écoute du nozo. Elle félicite d'ailleurs le Premier ministre camerounais Joseph Diongouté en mission de paix. Donc, du côté de Bamenda, le journal L'Équation vous propose l'analyse froide de l'avocate pénaliste Faustine Foto dans sa parution de ce vendredi 8 octobre 2021. Le quotidien aussi marque un temps d'arrêt sur l'information relative à l'exhortation à la paix dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Le journal nous fait savoir que le bureau politique de l'Union des populations du Cameroun demande aux extrémistes de déposer les armes sans condition et de saisir la main tendue du chef de l'État, conscient de sa responsabilité historique de pérenniser l'œuvre de ses pères fondateurs dans un esprit essentiel, républicain et patriote, persuadé que seule une solution politique consensuelle et appropriée pour parvenir au règlement de la crise peut donc parvenir au règlement
également de la crise sociopolitique que connaissent les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces leaders politiques invitent les sécessionnistes à faire taire les armes. Dans cette édition, la rédaction du journal Le Quotidien vous propose le communiqué du secrétaire général de l'IPC, Baléguel Nkot, l'interview du secrétaire général adjoint ancien maire d'Edea, premier Jacques Yété Mboté, et sur le dernier congrès de ce parti politique et le sujet et les sujets d'actualité, interview donc leur réaction à découvrir dans les colonnes du quotidien en kiosque. On reste dans le nouveau avec The Guardian Post. Le journal d'expression anglaise de Christian Ga dévoile des incertitudes quant à la reprise des travaux de construction de l'ex-Babadou Bamenda tel qu'annoncé en début de semaine. Le journal nous dit que la Banque africaine de développement menace de se retirer face à la volonté du gouvernement d'imposer une entreprise pour l'exécution du projet. Le journal indique que d'après des sources crédibles, la banque en question a apporté son choix vers une autre entreprise, sachant que cette institution bancaire injecte environ 188 milliards de nos francs. Des observateurs pensent que ces contraintes-là, voilà, cette contradiction pourrait pousser la banque à se retirer. C'est le journal The Guardian Post qui en parle ce matin, dont l'article de notre confrère apparu en page 3 de The Guardian Post. La suite est en économie. World Investor Weeks, la bourse expliquée à Douala, peut-on lire à la une du quotidien Econews, le journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Dibamou, nous informe que du 12 au 14 octobre prochain du côté de Douala, la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale organise une semaine pour l'éducation boursière. L'enjeu tel que précisé à la une est de donner au public les clés de compréhension des conceptions ou alors des concepts financiers. Une info à découvrir au détail près dans l'article paru en page 5, c'est dans le quotidien Econews que vous retrouverez naturellement en kiosque comme tous les journaux que nous avons parcourus il y a de cela quelques instants seulement. Nous avons également reçu le quotidien Réalité Plus ce vendredi matin. Le journal de Paul Ngouare Kenji évoque la peur qui anime des hauts commis de l'État en ce qui concerne le remaniement ministériel. En effet, précise le journal, depuis que le président de la République, Paul Biya, a regagné le Cameroun après son séjour en Suisse, la température varie entre 37 et 40% chez des ministres, directeurs généraux, présidents du conseil d'administration et autres gestionnaires des affaires publiques. Ils sont donc nombreux, du point de vue du journal, à s'interroger sur leur prochaine destination. Si le décret du chef de l'État tombe, vont-ils ou pas rejoindre la 11e province? Entre autres questions qui, selon le journal, le quotidien Réalité Plus, tourmente presque tout des hauts commis de l'État. Le stress est énorme, ça chauffe dans les chaumières, ajoute le journal, qui en parle de manière beaucoup plus précise dans l'article paru en page 3. Intéressons-nous à présent à ce nouvel accord qui lie désormais Camwater et les archives nationales. On en parle avec le hebdomadaire le soir, dans l'optique donc d'assurer la mise en œuvre optimale du programme de gestion de masse, de la masse importante donc, de documents de cette institution. Gervais Bolenga et Esther Lembe ont donc jeté les bases de leur collaboration. Le journal d'Armand Bianda met les plans phares sur cette actualité-là et en parle de manière beaucoup plus précise dans la page 3. C'est une information donc à découvrir dans le hebdomadaire le soir, le journal d'Armand Bianda. Parlons sport à présent avec Newstar Info, l'hebdomadaire au cœur de l'information de Marcel Mvondo-Abeng qui s'intéresse au Grand Prix Chantal Biya nous fait savoir que Eric Nyat a honoré la première dame du Cameroun pour sa 21e édition. Le Grand Prix international Chantal Biya a fait son lancement dans la ville de Baganté, fait inédit pour la ville et pour toute la région de l'Ouest pour le journal, pour accueillir donc le double événement de la présentation des équipes et des maillots ainsi que la première étape disputée en critérium dans la ville. Le jeune maire de la commune Eric Nyat, premier magistrat de la ville,
soucieux donc de l'image de marque de la première dame associée à ce tour, a mis les petits plats dans les grands pour mieux grandir en capitale du cyclisme camerounais, mais encore en Cameroun en miniature, précise le journal New Star Info qui en parle de manière beaucoup plus précise dans l'article en page 3. Et avec New Star Info, mais la clé sur le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on s'attelle à vous servir au quotidien. Prenons rendez-vous lundi pour le même exercice, mais en attendant, prenons la direction immédiatement pour Douala. Là-bas, on y retrouve Michael Chipkio. Mike, bonjour, excellent début de week-end. Dites-nous ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce matin. À Yaoundé et à Douala, on commence par la nouvelle expression qui nous replonge dans la crise sécuritaire et sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. À l'occasion de la visite du Premier ministre sur place, eh bien, le journal est allé ressusciter une lettre de John Goufoncha adressée à Paul Biya 1990, lettre de démission avec pour objet démission du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Eh bien, John Goufoncha, à cette époque, égrenait déjà un chapelet de récrimination à l'endroit du pouvoir en place, des projets qui devaient être réalisés et qui ne l'ont jamais été faits. Eh bien, frustré, il avait donc décidé de démissionner du RDPC. Cette lettre date du 9 juin 1990. Il parlait par exemple des projets de l'ancien Cameroun occidental qu'il avait soit lancés ou qui lui tenaient très à cœur, qui avaient dû être amendés, mal gérés et ruinés. Par exemple, la Banque Ouest camerounaise, la commission de marketing du Cameroun occidental, AOUM, le mouvement coopératif du Cameroun occidental. Il évoquait également le fait d'avoir passé sa vie à se battre pour avoir un port en haute mer à Limbe. Ce projet devait être abandonné et au contraire, un pipeline coûteux était donc envisagé pour construction à partir de Sonara à Douala afin de transporter le brut à Douala. Toutes les routes du Cameroun occidental, écrivait-il, le gouvernement avait soit construit, amélioré ou maintenu, ont été détériorés en rendant Kumba, Mamfé, Bamenda, Woum et bien d'autres localités inaccessibles par la route. Les projets ont été mis en suspens, même après que le pétrole ait produit assez d'argent pour les construire. Et un port en mer profonde à Limbe, le détournement de fonds publics qu'il dénonçait également sous toutes ses formes et l'exportation illégale de notre monnaie par la classe privilégiée semblait, selon lui, aller sans réprimande, mais plutôt toléré par le gouvernement en place. Voilà donc quelques raisons qui avaient conduit à la démission de John Goufoncha du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lui qui tirait déjà la sonnette d'alarme au sujet de la survenue de cette crise dite anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le journal nous parle aussi de cette reddition de combattants séparatistes. Ils sont 13 à avoir déposé leurs armes lors de la visite du Premier ministre à Bamenda pour évaluer l'implémentation des résolutions du Grand Dialogue National d'octobre 2019. Ces jeunes, des mamans et les élites œuvrent pour un retour définitif de la paix. L'axe Babadjou-Bamenda et les routes dans la cité, véritable calvaire des populations, seront de nouveau en chantier, ainsi que le stade municipal de Bamenda, abandonné depuis plusieurs années. L'annonce est du Premier ministre chef du gouvernement qui s'est également exprimé à Bamenda. Et le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun s'exprime également au sujet de l'attaque du cortège du Premier ministre pour Maurice Kamto. Il est temps de prendre acte de l'impertinence d'une solution militaire à cette crise meurtrière, tout comme de l'inaptitude du fameux Grand Dialogue National à régler cette crise, prévient le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le Messager, également en kiosque ce vendredi, nous ramène sur les traces de Joseph Diongouté, présenté comme le messager de la paix dans un champ de bataille dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, à mission de réconciliation dans ces deux régions en crise depuis 5 ans déjà. Le Premier ministre, sur instruction du président de la République, a eu la lourde responsabilité d'évaluer la mise en œuvre des résolutions
énoncé au terme du grand dialogue national et d'envisager un retour à la paix, une tâche jugée babylonienne pour laquelle le chef du gouvernement est condamné à réussir en décidant donc de l'installer à l'immeuble Étoile de Yaoundé alors qu'il n'a jamais été ministre plein. Paul Biya, champion des contre-pieds, avait sans doute vu en ce fin diplomate des aptitudes à fédérer, réconcilier, redonner une autre vision du poste du Premier ministre aux yeux des membres du gouvernement qui ont longtemps cru que cette fonction n'était destiné qu'à des faire-valoir. Selon Christian Chapmi, qui signe l'article dans Le Messager aujourd'hui, le premier test grandeur nature inscrit au tableau d'honneur de Joseph Diongouté fut le grand dialogue, la tenue du grand dialogue national, cette grand-messe convoquée par le président de la République et dont le palais des congrès de Yaoundé a été le théâtre du 30 septembre au 4 octobre 2019, était pilotée par le premier ministre Joseph Diongouté. Même si les séparatistes tentent de jouer les troubles faits lors de cette visite, ils clament et continuent de clamer qu'ils apportent un message de paix. Embrassons la paix, clament-ils, pardonnons-nous mutuellement et développons notre région, développons le Cameroun. En général, l'émissaire de Paul Biya voit en cette mission à lui confier la volonté de l'État de ramener la paix et la sécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Conclut le quotidien Le Messager de ce jour qui, à son pied de une, nous reparle des opérations de renouvellement des organes de base au sein du RDPC et la localité de Samelima dans le Dja et l'Obo qui continue de préoccuper le comité central du RDPC. Attend l'arbitrage de Paul Biya, chose paradoxale et même bizarre, près de 14 jours après le scrutin des militants de la section du Dja et l'Obo 1, remporté par Jean-Sylvain Vondo, proclamé élu par la commission électorale de section dans 33 sous-sections pour les 37 en compétition pour un score de 10 000 voix, de plus de 10 000 voix. Les résultats de renouvellement des organes de base qui restent sous embargo attendent le chef de l'État pour désamorcer la bombe, écrit le journal. Vivement un nouveau costume et des habits neufs dans cette localité au sein du RDPC dans le département du Dja et l'Obo bien sûr, et le nom du directeur du cabinet civil de la présidence de la République est sur toutes les lèvres, lui qui est devenu même pour ses frères et sœurs qui ne le connaissent pas physiquement la terreur et l'homme orchestre de nombreux abus de pouvoir dans cette localité. L'arbitrage donc du président national du RDPC est attendu à Samelima pour décanter cette situation au sein du RDPC. Info Matin, un autre quotidien également paru ce jour, lui semble avoir trouvé les véritables responsables de cette cacophonie au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais depuis les débuts des opérations de renouvellement du bureau des organes de base du RDPC. Bien, le secrétaire général de cette formation politique est donc mis à l'index. C'est la triste conclusion, écrit Info Matin, que l'on tire des opérations de renouvellement de ces organes de base du parti sur l'ensemble du territoire, à l'exception du nord-ouest et du sud-ouest, région dont le processus a en gros eu lieu dans les chambres d'hôtel. Toutes les localités du Cameroun ont connu des soubresauts, des disputes, des violences à l'issue de ces opérations de renouvellement des organes de base du RDPC. Eux aussi, ils sont responsables du RDPC. Aurore Plus, le billet hebdomadaire en kiosque ce jour, parle d'eux comme des déserteurs cette fois-ci du ministère de l'enseignement supérieur. Ils sont enseignants qui ne donnent plus cours depuis de nombreuses années, mais qui tous continuent d'être payés. Ils viennent donc d'être convoqués au contrôle supérieur de l'État, écrit le journal Aurore Plus en kiosque aujourd'hui, qui parle du ministre de l'enseignement supérieur, qui fait partie des 38 enseignants d'université convoqués depuis le 1er octobre dernier dans les services centraux du ministère du contrôle supérieur de l'État à Yaoundé. Il est accusé d'avoir déserté depuis des lustres les amphis de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Pendant ce temps, le non moins chef traditionnel du 3e degré de Kolandom Sud a continué à percevoir des salaires au titre de dispensateur du savoir dans cette grande école. Parmi ces princes du régime, écrit Aurore Plus, convoqué au Consupé pour les mêmes motifs, l'ex-ministre de la communication Pierre Mokoko Bonjo, Elvis Ngolé, ancien ministre de l'environnement et des forêts, ou encore le biaïste
acharnés Charlemagne, Pascal Messanga Nyamding sont quant à eux accusés d'avoir abandonné leurs enseignements à l'Institut des relations internationales du Cameroun, autre établissement de l'Université de Yaoundé 2. Le journal Europe Plus nous livre d'ailleurs la liste de ces 38 enseignants déserteurs dans ses colonnes aujourd'hui. L'éditorial de Michel Michaud-Moussala parle de simulacre de paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, lui qui revient sur cette visite du Premier ministre, chef du gouvernement, en parlant d'un système dont la mauvaise foi n'est plus à démontrer, qui ne peut susciter que méfiance et dans le cas d'espèce, défiance. Autant dire que sa parole n'est point crédible, la parole du système, du gouvernement en place qui doit mettre toutes les batteries pour résoudre en totalité la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. L'éditorial de Michel Michaud-Moussala a retrouvé dans les colonnes du bi-hebdomadaire Europe Plus paru ce vendredi. L'œil du Sahel est également en kiosque ce jour et revient sur cette attaque de la secte terroriste Boko Haram à Achigassia dans la région de l'extrême nord du Cameroun où 7 personnes ont malheureusement perdu la vie au cours d'une attaque de ces combattants de la secte Boko Haram. 7 morts, c'est le bilan donc de cet assaut lancé dans la localité d'Achigassia dans la nuit du 6 octobre 2021, selon des sources locales, les combattants de cette secte ont foncé sur le village en scandant Allah Akbar tout en tirant dans toutes les directions, ciblant particulièrement les postes de contrôle des comités de vigilance. Le résumé donc de cette attaque à retrouver dans le journal L'œil du Sahel de ce vendredi qui nous parle aussi de cette entrée en vigueur du vaccin contre le paludisme. Eh bien, le Cameroun devra attendre jusqu'en 2023 pour avoir ce vaccin. Il faut au préalable définir les zones prioritaires à travers l'Afrique, mobiliser des ressources et former les hommes pour l'administration de ces vaccins. Réaction donc des responsables ou alors des professionnels de la santé dans les colonnes du journal Europe Plus, ceux qui sont pour le vaccin, ceux qui sont contre avec différentes raisons, différents motifs évoqués. C'est à retrouver dans le journal L'œil du Sahel de ce jour. Le soir, le tri-hebdomadaire est également paru aujourd'hui, le tri-hebdomadaire qui nous parle de la Camwater et les archives nationales. Désormais, main dans la main, et 2 institutions sont liées par une convention cadre dans l'optique d'assurer la mise en œuvre optimale du programme de gestion de masse importante de documents d'activité de la Camwater. Les deux responsables de ces 2 entités se sont donc rencontrés hier à Yaoundé. Le journal qui nous parle aussi de cette visite de courtoisie de Mohamed Diop et Merzak Bedjawish, le ministre de Transport Jean-Enes Massénangal et Bibéé, arrivé en fin de séjour au Cameroun, le directeur régional du Golfe de Guinée, Bolloré Transport et Logistique, M. Mohamed Hassan Diop, et l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire du Cameroun, son Excellence Merzak Bedjawi, ont été reçus en audience par le ministre des Transports Jean-Enes Massénangal et Bibéé mardi dernier à son cabinet à Yaoundé. Les détails donc de cette visite à retrouver dans les colonnes du journal, le tri-hebdomadaire le soir en kiosque ce jour. La République en édition spéciale qui est également parue ce jour nous parle de cette grève qui vient d'être désamorcée, grève désamorcée par le ministère des Transports une fois encore. Société des syndicats des transporteurs routiers qui annonçait une grève pour le 11 octobre prochain, eh bien, elle n'aura plus lieu sur haute instruction du Premier ministre. Le ministre des Transports a tenu une concertation hier à Yaoundé avec les acteurs du secteur des transports au fin de régler les problèmes liés à l'exercice de leur activité dont certaines entraves constatées étaient déjà exacerbées. À l'issue de ces travaux à Yaoundé, menés avec délicatesse et pondération, des débats francs et sincères ont émergé, des solutions tenant à lever les blocages, d'où la levée du mot d'ordre de grève qui n'aura donc plus lieu, nous annonce le journal La République. On termine avec l'équation également kiosque ce jour, qui revient aussi sur cette actualité avec ce mot d'ordre de grève prévu pour le 11 octobre qui a été levé à l'issue d'une réunion avec le syndicat des transporteurs routiers du Cameroun, réunion tenue au cabinet du ministre des Transports à Yaoundé. Le développement industriel également, la une principale du journal avec le projet Diaspora and Loyal Youth Joint Venture qui va renforcer le processus pour l'avancement de ce projet en prélude au lancement
lancement de cette initiative. Hier, l'une des icônes de ce grand projet, Calixte Beyala, a échangé avec le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique à Yaoundé, un projet porteur pour la jeunesse camerounaise, nous annonce le journal L'Équation, paru ce vendredi. Merci beaucoup Michael Tipkio. On va dire convenant également qu'il y a un temps pourri, mais davantage un temps pour pleurer. Et on va d'ailleurs parler de l'arrivée de la dépouille du sultan roi de Bamoun, El Hadj Ibrahim Bombon-Joya, Sa Majesté Ibrahim Bombon-Joya, qui est au Cameroun, dont depuis hier, le Cameroun qui perd donc un grand bâtisseur et apôtre de la paix. À noter qu'il a été au commis de l'État pour avoir occupé plusieurs fonctions ministérielles avant d'être ambassadeur tour à tour en Guinée équatoriale et bien sûr du côté de l'Égypte. Et on va se rappeler parmi ses faits d'armes qu'il a donc réussi à réinstaurer le festival Ngouane, festival traditionnel du peuple Bamoun après l'interdiction. C'était en 1924 par l'administration coloniale. Vous qui l'avez côtoyé de près, Michael, quel est le souvenir que vous gardez de lui ? Côtoyer de près, pas de très très près, ça il faut le dire, peut-être un peu à distance, mais près quand même de temps en temps. Lors du dernier festival Ngouane tenu à Banjoun, nous avons eu l'occasion et le privilège, ça il faut le dire, d'être effectivement très proche du sultan avec qui nous avons eu le temps d'échanger un tout petit peu. Vous l'avez dit tout à l'heure, donnant toutes ses qualités, c'est un homme de grand caractère, qualité de grande écoute également. Et je vais retenir une chose de lui, un fait d'armes, et ça date de quelques jours, de l'homme politique qu'il était au-delà du sultan charismatique qu'il a été pour le peuple Bamoun. Un fait, justement, c'est lors du grand dialogue national tenu à Yaoundé, où nous avons eu la chance de prendre part effectivement cette sortie du sultan Ibrahim Bombon-Joya qui a sonné comme un coup de tonnerre au palais des congrès de Yaoundé, alors que l'on avait des réticences sur la tenue de ce grand dialogue national. Il y avait des gens qui refusaient que l'on discute de certaines questions, des gens qui refusaient que l'on parle de certaines choses, qui étaient très réservés sur certaines questions, mais lui avait carrément mis le pied dans le plat. Il faut rappeler que c'était responsable du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sa formation politique qui était donc comme mise dos au mur au cours de ce grand dialogue national. Et lui, il est sorti contre toute attente pour faire des propositions que personne n'attendait. Il parlait par exemple de la révision de la constitution du Cameroun, Il avait évoqué pour ce qui était de la réforme du code électoral, que l'on toilette entièrement ce code électoral, et il proposait par exemple une élection à 2 tours au Cameroun, le bulletin unique, la révision de l'âge maximal de vote. Il a proposé beaucoup d'autres choses qui sortaient un tout petit peu de l'ordinaire, des choses que l'on écoutait jusque-là que de la bouche de certaines formations ou responsables de certaines formations politiques de l'opposition, mais lui avait pris sur lui de le dire à haute voix en une séance plénière. C'était un coup de tonnerre, je l'ai dit tout à l'heure à Yaoundé, mais a-t-il vraiment été écouté après avoir tenu ses propos à Yaoundé? Malheureusement, non, jusqu'ici, on va le dire, parce que toutes ces propositions qu'il a faites, ce jour-là, rien n'a été implémenté jusqu'ici. Donc, il faisait des propositions vraiment vraies, réalistes, pour la résolution entière de la crise, pas seulement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, mais au Cameroun en général. Il parlait de bonne gouvernance, également avec la question de la corruption. C'était vraiment un discours au vitriol qui a été salué, acclamé de tous les camps. Peut-être moins, pas dans le camp des caciques du pouvoir, du parti au pouvoir, mais beaucoup plus dans l'opposition camerounaise. On disait de lui que c'est un homme qui n'avait pas sa langue dans la poche, il savait dire ce qu'il pensait et de la façon la plus crue possible. On disait également de lui, et ça c'est pas un secret, que c'est celui qui chuchote à l'oreille du prince, à l'oreille du président de la République. Mais est-ce que sa posture, effectivement, d'homme très proche du chef de l'État a influencé quelque chose, a amené quelque chose? Bon, on ne le saura jamais assez, mais tout compte fait, cette dernière sortie, c'est le grand fait, effectivement, que je retiens de l'homme, de lui, de l'homme politique qu'il était, je l'ai précisé tout à l'heure. Voilà. Et puis, c'est l'entrée en vigueur du vaccin contre le palu. Le Cameroun va attendre 2023, malgré, bien évidemment, les divergences d'opinion. Oui, bon, l'annonce est tombée hier, ou bien avant-hier.
comme un coup de tonnerre, une fois encore, c'est le lieu de le dire, l'OMS qui parle de l'homologation d'un vaccin de lutte contre le paludisme. Et une fois encore, ça ne nous aurait pas surpris, l'Afrique est considérée comme prioritaire pour ce vaccin. Du coup, on observe une sorte de levée de bouclier dans les milieux de la santé. Certains qui estiment que c'est un leurre total, que c'est encore une sorte de business monté par l'Organisation mondiale de la santé pour siphonner des fonds à des États africains qui sont déjà parfois très pauvres pour certains, qui vont devoir débourser beaucoup d'argent pour acquérir ce vaccin contre le paludisme, pour injecter à sa population et tout. Ils estiment pour certains qu'on n'a pas besoin de vaccin pour soigner le paludisme. Il y a beaucoup de sons de cloche depuis hier sur la question. Certains qui parlent de l'assainissement tout simplement de l'environnement, parce qu'il faut noter que le paludisme vient de quoi? Vous vous faites piquer par un moustique, l'anophèle femelle naturellement, et vous contractez le palu, mais si vous assainissez votre environnement, autant que faire se peut, vous vous mettez à l'abri du palu. Donc le vaccin n'est pas la solution miracle selon cela pour lutter contre le paludisme. Voilà ce qui se dit dans certains milieux. Mais d'autres estiment, par contre, que non, il faut absolument aller au paludisme parce que c'est une maladie qui fait quand même des millions de victimes chaque année dans le monde. Et pour ceux qui sont défenseurs de la thèse de l'assainissement de l'environnement et pas le recours au vaccin, ils citent des exemples quand même pour étayer leur thèse en Afrique. Ils parlent du Cap-Vert, je cite le docteur Albert Zé, qui est économiste de la santé, très proche des questions de santé. Il parle du Cap-Vert, de l'Algérie, qui ont vaincu le paludisme. C'est deux pays en Afrique qui ont vaincu le paludisme simplement en procédant à l'assainissement de leurs environnements, pas en faisant recours à un vaccin. Il parle de l'Europe aussi, qui a vaincu le paludisme aujourd'hui, mais pas en passant par un vaccin, mais simplement en assainissement. L'environnement. Eh bien, il se pose la question de savoir pourquoi les pays européens et autres qui aujourd'hui ne parlent plus de paludisme, n'ont pas procédé ne sont pas passés par la case vaccin, doivent proposer le vaccin aux autres pays aujourd'hui. C'est des questions qui se posent, et puis d'autres estiment qu'il faut absolument passer par là parce que la question de l'assainissement, on en parle depuis de nombreuses années. On parle d'assainissement des environnements pour éviter la propagation des moustiques, pour les contaminations au paludisme, mais ce n'est pas réellement le cas. On n'y arrive pas toujours. On a de nombreux cas de paludisme au quotidien. Des personnes en meurent chaque jour. Donc, il faut absolument passer par la case de vaccin. Le débat va aller en s'amplifiant dans les prochains jours parce qu'il faut noter que l'annonce a été faite seulement hier. Le débat va aller en s'amplifiant dans les prochains jours. Il y aura des pour, il y aura des contre. Alors, ici, je parle en véritable néophyte. Je ne fais que rapporter les différentes opinions de ceux qui parlent sur la question en tant que spécialiste, en tant qu'expert. Voilà. En tout cas, on est au moins d'accord sur un fait. Il faut mettre un accent sur la thérapie préventive. Donc, au rang de ça, on a l'assainissement, on a également l'utilisation de la moustique imprégnée afin justement de se prémunir du paludisme, pour le dire aussi simplement. Et on va rappeler que ça rompt aussi avec une sorte de théorie du complot qui plane dans l'imaginaire collectif en ce moment, qui est davantage nourrie par la survenue de la pandémie du coronavirus. Donc il n'en est rien du tout. En tout cas, Michael, on se donne rendez-vous lundi prochain. Avec le même plaisir, Patricia. Passez un très bon week-end. Déjà, vous allez le passer à Douala? Je ne sais pas pour l'instant si ce sera à Douala, si ce sera à Yaoundé. Bon, on verra bien. Bien. Le temps de la journée, on aura le temps de décider. Ça vous arrive d'écouter du reggae? Oui, naturellement. D'accord. Je vous proposerai par exemple d'écouter No Woman No Cry de Bob Marley. Ah, Bob Marley, le Bobby. C'est une date assez particulière aujourd'hui. Okay. En tout cas, on en parlera dans le cadre des éphémérides. Portez-vous comme un charme à lundi prochain. Portez-vous bien également. Merci. Allez, chers compagnons de bonheur, donc on se donne rendez-vous dans quelques poussières de secondes, minutes, en faisant un clin d'œil à nos partenaires. Juste derrière, c'est l'éphéméride. Canal d'Or, acte 13, le voting. Vote pour ton artiste